Historiquement, l'audiovisuel, comme de toute façon, on va dire tous les médias, était associé au problème du contrôle politique. Et donc, la télévision et la radio faisaient partie, au tout départ, d'un contrôle extrêmement strict qui a été fait sur l'information, qui remonte à Napoléon, on pourrait dire, et bien avant. Au moment de l'après-guerre, quand le ministère Malraux a été créé, la télévision et la radio ne faisaient pas partie, d'ailleurs, du ministère de la Culture à l'époque, puisqu'ils étaient rattachés, d'ailleurs, à l'Élysée et au ministère de l'Information. C'est avec le temps que cette priorité du contrôle politique, on pourrait dire, s'est un petit peu disparue, et se sont affirmées, on pourrait dire, à partir de 1953 d'ailleurs spécialement, trois missions principales qui sont encore aujourd'hui les missions que se donne officiellement plus ou moins l'audiovisuel public, qui sont informer, divertir et cultiver. Et encore aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, le triptyque sur lequel repose l'audiovisuel public. Un triptyque probablement qui doit être, on pourrait dire, refondé aujourd'hui et qu'il convient d'interroger. Et c'est l'objet de ma note. Il faut effectivement bien comprendre que la télévision, comme de façon générale d'ailleurs tous les médias, sont en train de changer complètement pour dire de dimension, de distribution, d'échelle avec le numérique de façon générale, pour le dire simplement. On a une explosion du nombre de tuyaux, une explosion des offres d'images. Et par exemple, un chiffre frappant, en l'an 2000, les 5 plus grandes chaînes de télévision faisaient 90% de la consommation télévisuelle. Aujourd'hui, elles en font moins de 70%. Enfin, dire en 2009, elles en faisaient moins de 70%, aujourd'hui c'est probablement encore moins. On a un recul, une marginalisation de la télévision traditionnelle, on pourrait dire de la chaîne unique qu'on a pu connaître il y a 40 ans jusqu'à aujourd'hui avec cette myriade de chaînes. Et demain, probablement, on va se diriger vers une télévision qui sera de moins en moins consommée, comme on dit, en linéaire, c'est-à-dire en suivant un programme qui va être imposé sur un mode, on pourrait dire, poussé, mais qui va être consommé sur un mode tiré, c'est-à-dire à la demande, de plus en plus. C'est en fait aujourd'hui d'ailleurs les plus jeunes, les générations les plus jeunes qui ont ce type de consommation, c'est-à-dire qu'ils vont choisir eux-mêmes les programmes dans une offre qui est extrêmement large et qui va bien plus loin que les chaînes de télévision classiques. Évidemment, cela remet complètement en cause toutes les idées, on pourrait dire, sur lesquelles se sont fondés le contrôle de l'image au départ, de capacité à imposer un filtre à ce que les gens vont regarder, de capacité à pousser devant les gens ce qu'ils vont pouvoir avoir la chance de voir. Et l'audiovisuel public doit s'adapter à cette nouvelle donne, ce monde de l'image qui va devenir un monde de la consommation audiovisuelle massive, mais une consommation audiovisuelle choisie. Alors, un premier procès qui est souvent fait, mais qu'en réalité je n'instruis pas dans ma note, c'est celui du coût relatif, qui a déjà été fait à de maintes reprises et qui est assez incontestable. On a un coût de 3 à 4 fois supérieur dans le public que dans les médias privés, ce qui est en fait typique de toutes les situations de monopole, un petit peu, où on laisse filer les coûts. Bon, ça a été constaté. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de revenir, on pourrait dire, à leurs principes et aux problèmes qui sont en fait, dont les coûts ne sont que les symptômes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un audiovisuel public qui est en concurrence avec les activités du privé. Deux cas que je peux vous citer très rapidement. En 2015, France Télévisions a surenchéri auprès d'Universal contre M6 et TF1 pour acheter les droits du catalogue d'Universal, surenchérissant donc avec de l'argent public. Et ce qui fait, évidemment, d'un point de vue économiste, on pourrait dire qu'il y a une mauvaise affectation des ressources puisqu'on va être obligé de payer plus cher quelque chose qu'on aurait pu collectivement obtenir pour moins cher. La deuxième chose, c'est de participer, France Télévisions participe au mercato non seulement des droits sportifs, mais aussi des animateurs qui contribuent à faire gonfler les prix, tout ça avec de l'argent public. Il y a quelque chose de complètement, on pourrait dire, illégitime et même une concurrence, on pourrait dire, déloyale de la part de l'audiovisuel public. Et enfin, on pourrait ajouter que l'audiovisuel public aujourd'hui a encore un rôle politique important, ce dont témoigne le psychodrame autour de la nomination du président de France Télévisions qui change à chaque mandat présidentiel, ce qui montre bien qu'encore aujourd'hui, la nomination du président et donc la télévision publique, l'audiovisuel public, est un enjeu politique, ce qu'il ne devrait pas être de toute évidence, puisque l'indépendance devrait être une des premières règles. Alors, chaque pays a son histoire en termes d'audiovisuel. Par exemple, l'Allemagne a une organisation extrêmement organisée par région, donc beaucoup moins nationalisée que la nôtre. La BBC en Grande-Bretagne est également extrêmement différente. On pourrait dire que de façon générale, la France se caractérise par un poids de l'État beaucoup plus grand et peut-être une efficacité aussi moins grande de l'action de l'audiovisuel public.
Bien, je propose tout simplement d'essayer de repartir du principe de ce que doit être un audiovisuel public, c'est-à-dire appliquer le principe de subsidiarité. C'est l'économiste français Bastiat qui expliquait qu'il fallait ne confier à la puissance publique que ce que la puissance privée, les activités privées ne pouvaient pas faire. Il ne faut confier à l'audiovisuel public que ce que l'audiovisuel privé ne peut pas faire. Ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas rentrer en concurrence. À partir de là, passons au crible les trois piliers de l'audiovisuel public. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2016 et demain en 2017, on a besoin de l'État pour se divertir? Probablement et certainement pas. Est-ce qu'on a besoin de l'État pour s'informer? Alors là, c'est une vraie discussion qu'on peut avoir. Moi, à l'issue d'une certaine réflexion, je penche plutôt pour l'existence d'une chaîne, effectivement, d'information publique, afin de garantir probablement du risque qu'on pourrait avoir d'une dépendance de certains acteurs économiques. Donc, c'est une idée que je peux accepter. Mais enfin, la dernière chose et la plus importante, c'est le problème de la diffusion culturelle. Toutes les études et même les ministres eux-mêmes ont remarqué que l'audiovisuel public était tiraillé entre ces deux vocations prétendues, qui étaient la diffusion de la culture la plus grande possible et l'accessibilité traduite par, on pourrait dire, l'audience la plus grande possible. Or, ce sont justement ces deux choses, ce sont ces deux buts qui sont absolument inconciliables. Et moi, je propose tout simplement de rejeter le problème de l'audience, parce qu'aujourd'hui, France 2, finalement, court après l'audience et finalement est obligé de ressembler et de faire concurrence à ses concurrents du privé, pour repartir d'une chaîne qui serait, ou d'un ensemble de chaînes qui serait sans aucun but d'audience, uniquement fondée sur l'idée de participer à la création culturelle. On aurait une réallocation massive autour de la création culturelle avec un France Télévisions beaucoup plus léger qui orchestrerait et qui pourrait orchestrer la diffusion de créations culturelles, par exemple de théâtre, d'opéra, même de talk-show, qui aujourd'hui n'existe pas et sans avoir cette dépendance vis-à-vis d'une audience qui est impossible à avoir de façon massifiée avec une certaine qualité. Il faut être assez lucide.